Bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous allons parler de la transformation extraordinaire du Maroc qui se positionne aujourd'hui comme un pays émergent. À l'occasion du 24e anniversaire de la fête du trône, une conférence a été organisée hier à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé. La volonté royale de faire du Maroc un pays émergent, tel était le thème de cette conférence. L'occasion de revenir sur les grandes réalisations du Maroc sous le leadership du roi Mohamed VI. Pont entre l'Afrique et l'Europe, le Maroc a lancé plusieurs chantiers structurants durant ces 2 dernières décennies, que ce soit sur le plan politique, économique, social et de la santé. Il est aujourd'hui un exemple à suivre en termes de développement et se place comme leader en Afrique dans plusieurs secteurs tels que l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, l'agriculture, le tourisme, encore les énergies renouvelables. Et c'est de toutes ces réalisations que nous allons parler ce soir avec notre invité Emmanuel Dupuis. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors le Maroc, de par sa position géographique, joue un rôle un peu central. Il est la porte vers l'Afrique, un pont entre l'Afrique et l'Europe, un partenaire aujourd'hui crédible en qui on a confiance. Comment le Maroc vit cette centralité ? Écoutez, c'était l'objet de cette conférence auquel vous avez fait référence, une conférence qui réunissait des experts, qui réunissait des universitaires, bien sûr marocains, des universitaires européens, des universitaires asiatiques également. Le but étant de montrer que le Maroc a une politique à 360 degrés, et dont le but est évidemment de comprendre la manière dont il est perçu de part et d'autre des différents continents, avec les perspectives ou les particularités propres à chaque continent. Je parle évidemment en tant qu'expert français, et donc la manière dont les Européens doivent prendre conscience des évolutions stratégiques sur le continent africain. Feu Hassan II, le père de Sa Majesté le roi Mohamed VI, avait cette formule qui, je crois, est particulièrement pertinente et résonne avec une actualité particulière. Le Maroc, tel un arbre, a ses racines puissamment, profondément ancrées en Afrique, d'où la nécessité que les pays africains comprennent l'intérêt pour eux d'avoir des relations apaisées et prospectives avec le Royaume du Maroc, mais c'est aussi un arbre dont les cimes, qui se développent de part et d'autre du continent européen et africain, avec les seuls 14 km qui séparent Algésiras de Tanger, montrant évidemment que le Maroc s'inscrit dans une forme de dynamique ou de diplomatie cardinale, nord, est, ouest et bien évidemment méridionale, pour montrer que, ou en tout cas pour démontrer, c'était l'objet du débat, en tout cas de la réflexion que nous avons eue ces derniers jours ici à Rabat, d'essayer de comprendre comment et pourquoi le Maroc doit être entendu et compris dans sa transformation diplomatique telle qu'il est engagé déjà depuis l'accession au trône le Maroc qui joue donc ce rôle d'union entre l'Afrique et l'Occident. Alors le Maroc joue beaucoup plus que ça. Le Maroc joue un rôle d'union déjà entre 3 continents auxquels il est rattaché par différentes réalités. La géographie avec le continent européen et d'une certaine façon l'histoire. En revenant à la conférence d'Algésiras qui a scellé le partenariat entre la France, l'Espagne et le Maroc, qui, par le traité de Fès, est devenu un protectorat, qui ensuite, le traité de Fès de 1912, qui ensuite a acquis sa pleine indépendance en 1956. Donc il y a aussi cette relation historique dont il faut tenir compte et dont parfois les mutations ou les compréhensions sont parfois mal analysées ou mal décryptées par rapport à la relation post-coloniale, que ce soit avec le Royaume d'Espagne ou la République française. Mais également, le Maroc s'inscrit dans une géographie qui fait qu'elle est un des 54 États membres de l'Union africaine. Du reste, c'est ici, au Maroc, dès 1963, à Casablanca, qu'est née l'idée panafricaine. Et que de ce point de vue, l'exclusion ou l'ostracisation du Maroc de l'Union africaine pendant 33 ans, qui a été résolue et d'une certaine façon solutionné avec le discours qu'a prononcé le roi le 30 janvier 2017 à Addis Abeba, avec le retour plein et entier du Maroc au sein de l'Union africaine, montre qu'évidemment il y a une africanité, un retour au sein de sa famille. D'ailleurs, le roi avait prononcé un discours assez émouvant. En tout cas, il était ému, particulièrement ému dans son prononcé. Et puis évidemment, il y a aussi la dimension linguistique,
la dimension religieuse, qui là amène une autre réalité d'un Maroc qui accompagne ou qui vit aussi dans une horizontalité stratégique de part et d'autre de la Méditerranée, de sa partie occidentale à sa partie orientale, qui l'amène vers le continent asiatique, vers le Moyen-Orient. On associe d'ailleurs souvent le Machrek et le Maghreb, la zone du pays du soleil levant, la zone du soleil couchant, avec cette dynamique qui fait que le Maroc joue aussi un rôle très important au sein de la Ligue arabe, au sein de l'Organisation de coopération islamique. Justement, en parlant de dynamique, cette position stratégique du Maroc qui vient de son ancrage finalement territorial fait de lui un acteur clé et majeur. Donc, quelle impulsion donne cette nouvelle dynamique aux nouvelles relations qui vont être établies aujourd'hui entre l'Occident et l'Afrique ? Alors, la relation entre l'Occident et l'Afrique n'est pas la seule qui structure les externalités du continent africain. D'ailleurs, on peut même dire que le continent européen ou que la seule dimension occidentale n'est plus l'acteur déterminant sur le continent africain. C'est un parmi beaucoup d'autres acteurs. D'ailleurs, les États-Unis se séquencent différemment leurs relations au continent africain que les pays européens le font. Les États-Unis partant du principe qu'ils n'ont pas ce substrat colonial ou post-colonial à devoir assumer, même s'ils ont d'autres logiques coloniales dans d'autres parties du monde. Donc il y a peut-être une différence au sein des pays occidentaux vis-à-vis du continent africain. Les États-Unis partent du principe que la relation qu'ils veulent établir avec le continent africain, et notamment avec le Maroc en particulier, est une relation gagnant-gagnant, une relation économique, commerciale, qui rappelle d'ailleurs que la première légation américaine fut ici au Maroc, à Tanger, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et puis il y a une autre dimension qui fait que le continent africain est devenu le terrain de jeu, au sens propre du terme, parfois avec une dimension négative, de toutes les confrontations ou de tous les antagonismes stratégiques. La guerre d'Ukraine a, ici, sur le continent africain, une résonance avec des pays qui n'ont pas la même façon de concevoir ou de se positionner vis-à-vis de l'agression russe menée donc le 24 février de l'année dernière. Il y a aussi des acteurs émergents qui, ici, sur le continent africain, veulent entraîner l'Afrique dans un accompagnement de cette émergence, avec la réapparition de la logique du non-alignement, ne pas avoir à choisir ni Washington, ni Moscou, et de se créer une centralité. Et c'est en ça que le continent africain est devenu pivot, et le Maroc est devenu central dans cette volonté de se positionner comme une puissance non alignée, c'est-à-dire une puissance qui veut avoir zéro problème avec tous ses voisins pour essayer d'avoir une diplomatie à 360 degrés pour, autant que faire se peut, essayer de converger plutôt que de diverger avec ses voisins. Justement, vous parlez hier, puisque vous étiez présent durant cette conférence et durant votre intervention, vous avez comparé le Maroc à la Chine, disant que la Chine avait à un certain moment profité de manière extraordinaire, donc des rapports de force qu'il y avait entre la Russie et les États-Unis. Ensuite, vous vous êtes posé cette question, qu'est-ce que la France a raté dans ses relations avec le Maroc, finalement ? La France, comme d'autres pays européens, mais la France plus que d'autres pays européens, aurait pu jouer cette singularité qui consiste à faire du continent africain un continent dans lequel la guerre froide est d'une certaine façon rangée aux oubliettes, si vous m'autorisez cette expression, à savoir que la lutte idéologique entre l'Est et l'Ouest, qui a perclus le continent africain, avec des pays qui avaient choisi le libéralisme, c'est le cas du Maroc, d'autres pays, c'est le cas de votre voisin algérien qui avait choisi le centralisme démocratique, étant plus proche de Moscou, et d'une certaine façon aurait dû ne pas continuer comme un élément déstructurant des relations internationales, à partir du moment où en 1991, la chute de l'Union soviétique, enfin la dislocation de l'Union soviétique, la disparition de l'URSS avait remisé ou remis tous les éléments stratégiques que j'évoquais à plat. Or, force est de constater qu'un certain nombre de pays n'ont pas forcément vu les changements stratégiques, parlons des pays européens en particulier, dans l'accompagnement de la diversification relationnelle et diplomatique qu'un certain nombre de pays, prenons le cas du Maroc, avaient engagé entre les pays dits autrefois du tiers-monde, ou dits plus prosaïquement des pays en voie de développement, ou qui passent des pays des moins avancés vers des pays en voie de développement. Et donc cet accompagnement de la part du Maroc est peut-être quelque chose sur lequel d'autres pays, notamment les partenaires économiques prégnants, la France, premier partenaire
économique du Maroc jusqu'en 2011, l'Espagne, devenue le premier partenaire du Royaume du Maroc, aurait dû et peut-être davantage développer. Absolument. Donc ils auraient manqué finalement cette mutation qui s'est faite au Maroc, qui s'est opérée de manière rapide. Manqué ou peut-être qu'on l'a mal analysé. Mal analysé. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire donc que l'Occident devrait plutôt comprendre les aspirations du Maroc et de l'Afrique plutôt que de les interroger? Est-ce qu'on est dans Elle devait les accompagner surtout. Elle devrait, à défaut de les comprendre, elle devrait les accompagner. Elle devrait en prendre acte. Et surtout, elle devrait faire en sorte de sortir du tropisme du dominateur vis-à-vis du dominé, ou du dominant vis-à-vis du terrain ou du territoire à conquérir. Le monde a été l'objet de fractures idéologiques, je les ai évoquées pendant le XXe siècle, de fractures civilisationnelles, avec le phénomène de la colonisation à partir du XVIIIe siècle. On est rentré dans une autre fracture qui est celle d'une fracture entre les pays qui veulent converger à travers des coopérations économiques gagnant-gagnant, appelons-les ainsi, puisque la Chine les évoque souvent, avec des logiques qui ne s'appuient pas trop sur un anachronisme stratégique, mais plutôt avec une dimension prospective qui fait que les investissements, le choix des entreprises ou les orientations dans les économies de demain, dans le digital, dans l'économie de la santé, vous les avez évoqués précédemment, dans l'ubérisation de l'économie, fait que le Maroc, plus que d'autres, peut entraîner un hub ou une centralité ou une convergence, une agglomération d'intérêts dans une région beaucoup plus large, qui est celle du développement de l'Afrique de l'Ouest, tout comme le développement de l'Europe de l'Ouest a été un moteur, un fédérateur, qui a permis de partir d'une unité économique ou d'une coopération économique vers une unité européenne entre 1951, la communauté européenne du charbon et de l'acier, et donc aujourd'hui avec une unité politique, diplomatique, qui s'est d'ailleurs confortée à l'aune de la mobilisation de la guerre en Ukraine. Je crois que c'est un petit peu ça le destin de cette région, avec la nécessité d'avoir des pays dynamiques, des pays moteurs, comme l'ont été la France et l'Allemagne en Europe, en Afrique de l'Ouest. Et de ce point de vue, il y en a un qui est moteur, le Maroc, et puis un autre qui est un petit peu plus à la traîne, ou en tout cas qui n'est pas dans une logique de sissiparité ou de concomitance stratégique, évidemment, votre voisin oriental. Et justement, on parle aujourd'hui de désoccidentalisation du monde. Quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est une réalité, mais la désoccidentalisation du monde va de pair avec les changements de cap stratégique. La logique qui consistait à ce que le Nord puisse aider le Sud à se développer en investissant dans des économies dites plus faibles, plus fragiles, pour aider au développement. C'est ce qu'on appelle l'aide publique au développement, sont totalement à revisiter. Premièrement parce que beaucoup de pays du Sud ont des économies tout aussi dynamiques, pour ne pas dire peut-être plus dynamiques que certains pays dits du Nord, dits occidentaux. La meilleure preuve en est, c'est que si l'on compare les 7 pays les plus industrialisés, membres du G7, donc le Canada, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Italie, ont désormais un PIB cumulé inférieur à des économies émergentes ou dites émergées, déjà depuis une vingtaine d'années, depuis que, par exemple, l'organisation de la coopération de Shanghai a été créée en juin 2001, les 9 de la coopération de Shanghai, qui regroupe les pays d'Asie centrale, plus désormais l'Inde, le Pakistan, l'Iran et évidemment la Chine et la Russie, ont évidemment une dimension, un impact économique beaucoup plus, un dynamisme financier beaucoup plus structurant, alors que nous parlons ici, aujourd'hui, d'ici quelques jours, à la fin du mois de juillet, va se tenir à Johannesburg le sommet des BRICS, auquel aspiraient 25 pays, et donc finalement peut-être 5, pas plus, de pays vont intégrer, en l'occurrence sans doute pas l'Algérie, mais sans doute l'Égypte, sans doute l'Indonésie, sans doute les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou encore l'Indonésie. Absolument, il y a eu même 27 demandes. Il y a eu 27 demandes, 25 ont été prises en compte et finalement 5 seront honorées. Vous avez aussi parlé hier, en parlant de ça justement, de faire de la Méditerranée une mer centrale.
et donc de recentrer finalement le projet européen en le reconfigurant. À quel genre de reconfiguration pensiez-vous ? Déjà, il faut se faire un pas en arrière. Nous sommes à 50 ans, quasiment, 1995, enfin 50 ans, pas 50 ans, mais disons 30 ans de coopération euro-méditerranéenne, qui font partie intégrante de la politique européenne de voisinage, mais qui témoignent de la dualité ou de la dichotomie qui peuvent exister entre les pays de l'Europe septentrionale, l'Europe orientale et l'Europe occidentale. Donc, celle dont nous parlons, les pays de l'arc latin, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, auxquels il faut associer bien sûr Malte désormais, plus Chypre et la Slovénie et la Croatie, mais disons que le projet européen tel qu'il existe depuis 1951, conceptualisé économiquement avec la communauté européenne du charbon de l'acier en avril 1951, puis économiquement et diplomatiquement avec le traité de Rome en mars 1957, c'est un peu septentrionalisé. C'est-à-dire que l'axe central n'était pas la Méditerranée, c'était plutôt l'Europe centrale et orientale. On appelle ça l'ostopolitique, l'élargissement qui s'est déroulé avec la dislocation de l'Empire soviétique en direction des pays de l'Europe centrale et orientale. Alors, j'en reviens à mon propos. Le traité de Lisbonne, comme son nom l'indique, a été signé dans un pays méditerranéen, enfin atlantico-méditerranéen, en 2009. Il est ratifié, voté en 2007 et ratifié en 2009. Donc peut-être est-il temps de repenser un nouveau traité, ou à défaut d'un nouveau traité, de penser les relations que l'Europe doit avoir avec les pays du Sud. C'est ce dont il a été question avec l'Union pour la Méditerranée, qui n'a pas abouti à ce grand projet fédérateur civilisationnel regroupant 44 entités, pays plus institutions financières, mais dont le but était de créer une logique de bassin. Une logique qui fait que les quelques 250 millions de Méditerranéens avaient aussi des agendas communs à faire valoir. La protection de l'environnement, la lutte contre l'inégalité ou l'injustice climatique, bien évidemment avec des inacceptables communs, la question de la criminalisation de la migration, l'asymétrie de l'économie, et bien évidemment une menace conjointe, commune, hélas résiliente maintenant depuis une vingtaine d'années, en l'occurrence la question du terrorisme. On en est bien sûr à l'idée que, alors que l'Union pour la Méditerranée a 15 ans, il faut peut-être repenser la manière dont les pays de la rive nord de la Méditerranée pensent leurs relations avec leur voisinage du sud. Et de ce point de vue, il y a sans doute des opportunités nouvelles. Je pense notamment que la création, voulue par la France, en tout cas voulue et défendue par le président Emmanuel Macron, d'une communauté politique européenne qui regroupe désormais 47 pays européens, avec une nette tendance à associer les pays limitrophes et autour de l'Ukraine pour enchasser, pour ne pas dire préfigurer, une adhésion souhaitable et prochaine de l'Ukraine comme de la Moldavie et de la Géorgie, puissent intégrer des pays de la rive sud. Et notamment parce qu'ils ont des relations à travers des accords d'association. L'accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne est une vieille dame. Elle fut signée en 2000, elle fut relancée en 2007, et donc peut-être est-il nécessaire de repenser notre relation, tout comme d'ailleurs le projet du Global Gateway l'a initié, en évoquant le fait que si la Chine a un dessein méditerranéen, si la Russie, l'Iran et d'autres pays entendent se positionner en Méditerranée occidentale, l'Europe ne doit pas être en reste et doit avoir son propre projet. C'est la raison pour laquelle nous devons penser à la fois dans une géopolitique verticale, de l'Europe du Nord à l'Afrique du Sud, littéralement au sud du continent africain, avec une logique transcontinentale, parce qu'économiquement, nous avons besoin de penser notre partenariat de manière duale, euro-africain, car l'Europe toute seule sera insuffisamment armée ou configurée pour lutter contre les grands blocs géoéconomiques qui sont en train de se constituer en Asie du Sud, en Asie centrale, en Asie occidentale d'un côté, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique latine de l'autre. Donc la nécessité de penser le développement de manière conjointe, de manière inclusive entre les pays européens en l'élargissant des 27 vers les 44 pays de l'Union européenne et de la même manière en associant les 54 pays
Et justement, du continent africain. Dans cette nouvelle configuration, comment peut se placer le Maroc par rapport à cette géopolitique mondiale dont vous parlez ? Elle n'a pas besoin de faire autre chose, de démontrer l'endroit où elle se trouve. Le Maroc est à la fois un pivot entre l'Atlantique, la Méditerranée, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne. Elle appartient à deux zones d'intégration économique, même si une est un petit peu affaiblie de par les différences d'appréciation quant à son existence, l'Union du Maghreb arabe, mais elle appartient de facto, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'elle a eu raison de demander à adhérer à la communauté économique et de développement des pays de l'Afrique de l'Ouest, auquel elle appartient de facto avec ses quelques 3000 km de côte entre le nord et le sud de son territoire, et qui la mène à être un partenaire de stabilité vis-à-vis de ses voisins, la Mauritanie, mais également par rapport à la proximité des conflictuels d'un pays comme le Mali, par exemple. En parlant de stabilité, tout à l'heure vous parliez du terrorisme. Donc parlons de ce rôle important qui est celui du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la stabilisation de la région du Sahel. Je crois que c'est un rôle que, là aussi, la France aurait dû prendre en compte et aurait dû anticiper. La France est, comme tout le monde le comprend, un acteur un peu dévalorisé dans la manière dont elle a essayé de lutter contre les groupes armés terroristes avec des pays qui désormais ne veulent plus d'elle ou en tout cas n'entendent pas avoir la même relation que par le passé à l'occasion donc de l'appel qui fut celui des autorités maliennes à partir de 2013, janvier 2013, pour évidemment lutter contre les groupes armés terroristes et dans la menace que constituait la dislocation de l'État malien et de facto la dispersion dans le Sahel. Je crois aussi très important d'avoir à l'esprit que la stabilisation du Sahel ne peut se faire que si les pays du voisinage, appelons ça une approche régionale, sont associés. Il en va de même avec la Libye. La Libye ne peut être stabilisée que s'il y a cette application des voisins directs, ou comme le Maroc l'avait engagé à partir de 2015, on appelle ça les discussions de Bouznika, Bouznika 1 et Bouznika 2, avec la notion de régionaliser, d'africaniser, d'avoir une diplomatie de proximité, et bien évidemment en tenant compte du fait que la question de la lutte contre les groupes armés terroristes n'est pas seulement une question sécuritaire, c'est une question qui est évidemment autant sociétale que sécuritaire. Prenons l'exemple de ce que le Maroc a à offrir et sur lequel peut-être des pays comme la France pourraient s'appuyer ou sur lequel ils devraient converger. L'Institut Mohamed VI qui forme les imams dans l'ensemble de la région ouest-africaine. Donc la diplomatie spirituelle ou l'introspection spirituelle qui nous ramène à la Tchétchénie de Fès à partir du XVIIIe siècle, qui fait qu'un islam soufi a irradié et a pu constituer un ferment civilisationnel sur lequel appuyer le développement d'une coopération plus forte entre le Maroc et ses voisins du sud-est, de son sud-est, en l'occurrence la Mauritanie, le Mali et par extension le Niger. Je vois un autre élément, et ça, il en a été question lors de ce sommet, d'essayer de faire en sorte que si des pays comme la France ou les pays dits occidentaux, l'Union européenne notamment, n'arrivent pas ou n'arrivent plus à convaincre les autorités locales de les aider dans leur lutte conjointe contre les groupes armés terroristes, peut-être faut-il déléguer à des pays qui, eux, ont les mêmes intérêts, et c'est là où le Maroc rentre en ligne de compte, peut-être avoir des logiques d'investissement en pays tiers, c'est-à-dire que nous devrions utiliser la capacité très forte, ou l'écoute encore respectueuse, ou très intéressée de la part de ces pays vers le Maroc, et peut-être déléguer aux forces armées marocaines l'idée de former les forces armées maliennes, puisque ces dites forces armées maliennes ou burkinabées, eu égard au coup d'État de 2000 et de 2021, ne veulent plus le faire avec la France. Et c'est sur ce dernier mot que se termine notre entretien. Donc, cette thématique, en vérité, avait besoin de beaucoup plus de temps. Donc, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, un plaisir Emmanuel partagé. Dupuis. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
Merci à vous. C'est la fin donc de cet entretien. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.